Bonjour, nous sommes mercredi 22 juin. Ravi de vous retrouver. C'est le 69e briefing. Je pense que Pavel a dû vous préparer quelque chose pour ce 69e briefing, mais je le laisserai faire. Tout d'abord, avant qu'on ne commence, juste pour rappeler aux Français qui sont à Moscou que nous avons donc une rencontre de la communauté française prévue vendredi prochain à partir de 19h, je crois. Et toute information est sur notre site, mais on sera ravis de vous accueillir, donc venez nombreux. Mais bien évidemment, il s'est passé des choses durant ces 2 jours. Donc, comme d'habitude, Arnaud va nous faire un petit point politique ou économique, pardon, sur ces informations. Et je vois qu'il a une feuille avec beaucoup d'informations à vous dire, à vous donner. Merci, Président. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, quelques informations d'ordre économique et politique. Tout d'abord, et la nouvelle est très fraîche, une nouvelle relative à l'intervention de Vladimir Poutine lors du sommet des BRICS, un sommet organisé en distanciel. Il a évoqué la possibilité pour les pays des BRICS de mettre en place une monnaie de réserve commune. C'est quelque chose, alors on ne sait pas très bien si c'est un projet très élaboré, si c'est réalisable, mais en tout cas, ça renvoie évidemment au problème qui a surgi dès début mars avec la saisie d'une partie des réserves de la Banque centrale de Russie. Donc, très clairement, il y a une volonté de la Russie, peut-être partagée par ses collègues des BRICS et peut-être d'ailleurs au-delà, par d'autres pays émergents qui disposent de beaucoup de devises. On peut penser à certaines monarchies du Golfe, par exemple. Ce projet, en tout cas, est très clairement un projet à suivre et pourrait, le cas échéant, concrétiser ce qui avait été évoqué il y a quelques semaines, c'est-à-dire une forme de dédollarisation des échanges internationaux. Vladimir Poutine a également évoqué la possibilité, le projet de créer un système de règlements internationaux internes aux BRICS. Quelques chiffres, l'agence de notation ACRA qui évalue entre 20 et 30% la baisse des importations cette année. Gazprom qui, vous le savez, fait de bonnes affaires en ce moment, malgré la diminution en volume de ses livraisons à l'Union européenne. Gazprom pourrait faire l'objet d'une ponction fiscale exceptionnelle de la part de l'État russe, ponction de l'ordre de 400 milliards de roubles, c'est-à-dire au cours d'aujourd'hui environ 7 milliards d'euros. Autre chiffre, les ventes de détail hors produits alimentaires qui ont baissé de 17% en avril par rapport à la même période de 2021. Et enfin, le ministère russe des Finances qui a exposé, qui a mis sur la table son projet d'orientation budgétaire pour la période 2023-2025, avec là encore plusieurs chiffres, un déficit de l'ordre de 1,1%, qui aurait vocation à baisser ensuite à 0,9 plus et à 0,8. Une dette de l'État qui resterait limitée à 16,7% à l'horizon 2025. Et enfin, des dépenses qui resteraient pour leur part à un niveau de 26 ou 27 trillions de roubles. Pourquoi je parle de ce projet et de ces chiffres? C'est parce que M. Silouanov maintient le cap, un cap finalement de relative austérité et un cap macroéconomique qui ressemble beaucoup à ce qui prévalait avant le 24 février, contre, et on en a parlé ces derniers jours, des personnalités comme le vice-premier ministre Belousov, le ministre de l'économie Reshetnikov, mais également Alexei Koudrine, qui est l'une des figures de proue historique du camp libéral, qui s'était exprimé pour une politique un petit peu différente. Donc, le ministère des Finances, sans surprise, souhaite maintenir les grands équilibres, mais je ne suis pas certain que la messe soit dite, en tout cas que les arbitrages finaux soient faits. Quelques mots de politique intérieure, Président, si tu me permets. Un sondage
réalisé par le FOM, la Fondation Opinion Publique, un sondage réalisé du 10 au 12 juin qui montre que 38% des personnes interrogées considèrent que l'opération militaire spéciale, entre guillemets, de la Russie en Ukraine est le principal sujet d'actualité, alors qu'ils étaient 77% début mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on assiste à une forme de, je sais pas ce que vous appelez, d'accoutumance ou de routinisation face aux événements en Ukraine. Quelques mots sur ce qui se passe à Ekaterinbourg, capitale de l'Oural, où un élu local a été condamné à payer une amende pour avoir exprimé une opinion critique à l'égard des événements en Ukraine. À Moscou, la police et le FSB, ces dernières heures, ont inquiété des élus municipaux, là encore, mais au titre d'un autre article du Code pénal sur la propagation de symboliques extrémistes. Très concrètement, ces personnes avaient posté ou reposté des publications d'Alexei Navalny il y a de nombreux mois. Enfin, et comme toujours, si j'ose dire, pour faire la transition avec les sujets de politique extérieure, quelques mots de l'Ukraine, de Kherson en l'occurrence. Le numéro 2 de l'administration provisoire, administration civilo-militaire, a déclaré une nouvelle fois qu'un référendum sur l'entrée de la région dans la composition de la Fédération de Russie aurait lieu avant la fin de l'année. Et on a appris par ailleurs que l'administration présidentielle russe cherchait à favoriser les recrutements par les républiques de Donetsk et de Lugansk de fonctionnaires russes actuellement en poste dans les régions russes. Donc voilà deux signaux qui me paraissent significatifs pour la suite. Merci. Merci, ton sondage était intéressant. Igor, sur un plan diplomatique, que s'est-il passé? Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, 22 juin, 69e édition de nos briefings. Et 22 juin, c'est aussi la date à laquelle on commémore le déclenchement de l'opération Barbarossa, qui est intervenue 22 juin 1941. Et donc, c'est pour ça que ce matin, notamment, une partie du centre-ville près du Kremlin était complètement bouclée, puisque Vladimir Poutine est allé déposer une gerbe de fleurs aux soldats inconnus. Alors, sur l'actualité diplomatique, j'ai relevé la déclaration de Joseph Borrell, qui a informé M. Kouleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, que lors du sommet européen des 23 et 24 juin prochains, l'Ukraine, mais également la Moldavie, se verront donc proposer officiellement le statut de candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Manifestement, il y a un consensus assez robuste, c'est en tout cas ce qu'on entend du côté de Bruxelles, au sujet de cette décision. Cela dit, ce matin, Clément Beaune, qui s'exprimait sur les ondes d'Europe 1, a tenu à préciser qu'il n'y aurait pas de procédure accélérée pour aboutir donc au statut de membre, j'allais dire de plein droit, de l'Union européenne, pour l'Ukraine d'ailleurs comme pour la Moldavie. En Allemagne, les déclarations du Sherpa d'Olaf Scholz pour la politique étrangère ont causé une petite controverse. Monsieur Jens Blöttner, c'est ça qu'il s'appelle, qui est d'habitude manifestement un personnage assez discret, mais que l'on appelle, en tout cas, qui est qualifié d'architecte de la politique russe de l'Allemagne sous l'administration de M. Scholz, a déclaré qu'il ne fallait pas perdre de vue le futur de la relation avec Moscou, malgré toutes les difficultés, évidemment, des temps actuels. Il a fait cette déclaration en répondant aux critiques qui étaient émises contre la lenteur du soutien militaire apporté par l'Allemagne à l'Ukraine. On reparle des céréales, notamment à cause de la presse turque qui a laissé entendre qu'il y aurait une réunion la semaine prochaine à Istanbul entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'ONU pour évidemment tenter d'avancer sur le sujet et sur notamment la mise en place de corridors verts pour évacuer les céréales d'Ukraine. M. Peskov a confirmé les contacts avec la Turquie à ce sujet-là via le canal des ministères de la Défense des deux pays, ce qu'on avait déjà relevé dans des séances précédentes.
À cet égard, une délégation militaire turque doit d'ailleurs se rendre à Moscou la semaine prochaine en vue de préparer cette réunion. Mais cela dit, il y a déjà eu des contacts entre militaires russes et turcs aujourd'hui à Moscou afin de, j'allais dire, avancer sur ce sujet des corridors. Un centre pour la coordination de l'évacuation des céréales aurait d'ailleurs été créé déjà, ou en tout cas serait en passe d'être créé à Istanbul, afin de coordonner les actions dans ce domaine. Cela dit, du côté ukrainien, on a eu des sons de cloche assez divergents, puisque M. Arestovitch, s'exprimant hier soir dans un de ses nombreux blogs vidéo, M. Arestovitch, donc conseiller du président Zelensky et principal communicant en fait, de la partie ukrainienne, a démenti l'information selon laquelle l'Ukraine prendrait part à une quelconque discussion à Istanbul à ce sujet, en expliquant qu'on commençait déjà à discuter dans le dos de l'Ukraine de sujets qui concernent directement l'Ukraine. Mais cela dit, ces propos ont été contredits par l'attaché de presse de M. Zelensky, qui pour sa part a indiqué qu'il y aurait bien des pourparlers, mais que cela dit, l'Ukraine n'y serait pas représentée à très haut niveau. Ce qui est sûr, c'est que la presse russe relaie l'information selon laquelle il y aurait déjà un schéma qui verrait 3 corridors instaurés à partir d'Odessa pour permettre de sortir donc des céréales bloquées aujourd'hui en Ukraine. Du côté des États-Unis, c'est la directrice de l'agence USAID, agence que tout le monde connaît, qui indique que l'Ukraine dépense chaque mois 5 à 6 milliards de dollars pour sa défense et que ces dépenses sont manifestement couvertes par les dons des États-Unis, les finances des États-Unis qui octroient jusqu'à 7 milliards et demi de dollars à l'Ukraine donc chaque mois. Et enfin, je terminerai avec une information sur Kaliningrad. On sait que les tensions s'accumulent autour de cette exclave russe. Les rumeurs vont bon train sur les mesures que pourrait prendre la Russie, mesures de représailles au semi-blocus ou en tout cas à l'interruption du transit décidé par la Lituanie par voie ferroviaire. Manifestement, une des mesures qui pourrait être mise en application serait la déconnexion du réseau électrique par la Russie de la Lituanie, donc qui souffrirait d'un déficit en matière d'électricité, ce qui renverrait finalement ce qui fait écho aux déclarations de M. Patrouchev hier, qui à Kaliningrad expliquait que des mesures seraient rapidement prises et qu'elles concerneraient chacun en tout cas que la population lituanienne les sentirait passer. Je cite M. Patrouchev. Voilà, Président, pour l'actualité diplomatique de ce milieu de semaine. Merci, Igor. On a des questions. D'abord, est-ce qu'il y a une candidature géorgienne aussi à l'Union européenne? Alors, Géorgie sur l'Union européenne, je n'ai pas vu, même si jamais il y a eu, comment dirais-je, des déclarations en ce sens-là pour essayer d'étendre l'agenda jusqu'au Caucase du Sud. Cela dit, en ce qui concerne l'OTAN, en revanche, j'ai vu des déclarations en Géorgie du côté du Premier ministre qui réaffirmait qu'il y avait un agenda euro-atlantique en termes de sécurité. Alors, il y a une position différente de la part de Bruxelles, s'agissant d'une part de l'Ukraine et de la Moldavie, qui devraient recevoir le statut de candidat, et la Géorgie, qui devrait être recalée. Pourquoi? Parce que à Bruxelles, on estime que les évolutions intérieures en Géorgie sont inquiétantes, en tout cas ne vont pas dans le sens d'une démocratisation, qu'elles éloignent finalement la Géorgie de cette perspective européenne. Il a même été question à un moment de mettre M. Ivanishvili, qui est l'homme fort informel de la Géorgie, sur liste de sanctions européennes. Donc la Géorgie, qui par ailleurs est un pays à la fois d'accueil pour les Russes qui ont fait le choix de quitter la Russie provisoirement ou pas, et qui en même temps, dit-on, participe à une stratégie de contournement des sanctions. La Géorgie, en ce moment, est plutôt mal vue à Bruxelles, à la différence de l'Ukraine, pour les raisons qu'on connaît, mais également de la Moldavie. Donc, Géorgie retoquée à ce stade. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Arnaud, ce qu'il faut voir, c'est que la logique qui est à l'œuvre derrière cette promesse, j'allais dire, ou en tout cas ce statut qu'on va donc proposer aussi bien à l'Ukraine à la Géorgie, la logique qui est à l'œuvre, on voit bien, c'est l'idée d'envoyer un signal. C'est la théorie l'idée d'envoyer un signal clair, fort à ces deux pays sur leur avenir et leur destin européen. Et si on revient
en 2008, au sommet de Bucarest, cette fois-ci dans le cadre de l'OTAN, lorsque l'on mentionne dans le communiqué final, dont on a déjà parlé dans des séances précédentes, hein, de ce sommet de Bucarest 2008, que la Géorgie et l'Ukraine ont vocation un jour à intégrer l'OTAN, la logique qui présidait était la même. C'était celle de se dire, il faut envoyer un signal. On ne peut pas laisser ces pays sur le seuil de la famille euro-atlantique. Ce serait injuste, ce serait une faute morale. À défaut de pouvoir leur offrir aujourd'hui le fait d'être membre, on leur envoie un signal. Donc, la logique finalement reste un petit peu la même. Certes, en 2008, c'était un cadre OTAN, là aujourd'hui dans un cadre Union européenne, mais cela dit, on peut quand même voir là une logique qui est relativement assez similaire, et on sait les conséquences qu'en tout cas a eu cette communiqué final de 2008 qui a créé finalement plus de problèmes qu'elle n'a réglé de questions. Et moi, en tout cas, j'ai tendance à voir un petit peu les mêmes ressorts, la même logique toujours à l'œuvre aujourd'hui, espérant qu'il n'y aura évidemment pas les mêmes conséquences. C'est une question que j'allais te poser, Igor. C'est que quand tu regardes ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine à Maïdan, et que effectivement, à un moment, le peuple ukrainien se disait on a le choix entre l'Ukraine et entre la Russie et l'Union européenne. Et nous, on veut l'Union européenne. Et l'Union européenne leur disait à l'époque, oui, vous allez pouvoir joindre l'Union européenne. On ne leur a jamais expliqué que ça prenait 10 ans, 20 ans, voire plus. Donc, et on a eu Maïdan. Est-ce qu'on ne va pas avoir les mêmes problèmes maintenant? Parce que là, on est en train de faire espérer au peuple ukrainien, c'est très bien qu'on les mette en statut de candidat, j'ai aucun problème avec ça. Mais le peuple, lui, pense que, bien évidemment, ça va aller extrêmement rapidement, ce qui ne sera pas du tout le cas. Ah non, la temporalité est tout à fait différente, et effectivement, on voit déjà, hein, côté en tout cas des pays européens, des déclarations qui font très clairement comprendre que, une fois de plus, je citais Clément Beaune, mais il y en a d'autres avant lui qui se sont exprimés sur ce sujet pour faire comprendre que ça peut prendre des années. En réalité, quand tu parles de des années, c'est des décennies. Parfois, ça peut être même, oui, il y a des pays qui sont, on connaît l'exemple de la Turquie qu'on cite, même si c'est un exemple quand même, un cas très particulier, mais effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps. On sait que sur place, il y a des attentes très fortes, ça peut donc créer de la frustration, et on est dans une région où le jeu à somme nulle continue de prévaloir, et les événements que tu rappelais sur Maïdan étaient une émanation de ce jeu à somme nulle. On mettait les gens, finalement le pays, un peu dos au mur, la Russie, enfin le projet, on va dire, d'intégration régionale présidé par la Russie, ou le projet européen, et avec les conséquences que l'on connaît. Donc effectivement, il faudra de la pédagogie. Cela dit, côté européen, je ne sais pas si on a les mêmes lecture de ce que doit être cette temporalité quant à l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Est-ce que j'ai l'impression qu'à Paris, on considère qu'effectivement ça va prendre beaucoup de temps, qu'aujourd'hui le compte n'y est pas sur un tas de critères, et j'ai évoqué ça dans une séance précédente, hein, sur les critères de corruption, d'état de droit, des minorités, etc. Il y a plein de choses. Les frontières à revoir. Évidemment, la question des frontières qui est à ce jour insoluble, hein. Le conflit gelé en Moldavie avec évidemment la Transnistrie, c'est pas rien. Donc tout ça, ça prendra beaucoup de temps. Est-ce que à Varsovie, est-ce que dans les pays baltes, on a la même lecture? Est-ce qu'au contraire, on ne considère pas qu'il faut aller encore plus vite pour mettre la Russie face au pied du mur? Voilà, donc, oui, mais on ne peut pas le faire. On peut toujours considérer, ah oui, bien sûr, mais on ne pourra pas le faire. Non, bien sûr. Mais je rappelle à cet égard que pour M. Douda, par exemple, les frontières entre la Pologne et l'Ukraine ont vocation à disparaître. Il a quand même fait des déclarations la semaine dernière où il réaffirmait ce qu'il avait dit déjà le mois dernier, que les frontières finalement devaient réunir les peuples plutôt que les séparer. Il parlait bien de l'Ukraine et de la Pologne. Donc on voit qu'il y a quand même des visions très différentes sur ce que doit être l'ordre, le nouvel ordre, j'allais dire, dans cette partie de notre continent. Parce que on a bien vu aussi la position du Danemark et des Pays-Bas, qui sont quand même extrêmement prudents, et qui, eux, étaient contre même le statut de candidat de l'Ukraine, en disant qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir, compte tenu de la situation actuelle de l'Ukraine, ils n'ont aucune chance. Donc on parle de décennies, on ne parle pas d'années. Ouais. Si je puis me permettre une pensée politiquement incorrecte, je pense, et surtout au vu de ce que tu viens de rappeler, les positions traditionnellement sceptiques des Pays-Bas, mais également de l'Allemagne, hein, le conseil diplomatique de Scholz a fait une autre déclaration, et d'ailleurs il a été attaqué plutôt pour l'autre volet. Il a dit, ce n'est pas, en substance, ce n'est pas parce qu'on est victime qu'on devient irréprochable sur la corruption. Voilà, c'est ça surtout qui lui a valu la volée de bois vert d'une certaine presse allemande et anglo-saxonne.
Donc, je m'interroge sur le fait de savoir si l'octroi très probable, pour ne pas dire désormais acquis, du statut de candidat n'est pas une forme de compensation symbolique dans un contexte de très grande émotion pour un processus qui risque de durer très longtemps. Mais une fois encore qu'ils aient le statut de candidat, c'est absolument pas un problème. Au contraire, c'est très bien qu'on le leur donne, mais il faut qu'on explique bien au peuple ukrainien quelles sont les conséquences de ce statut et la temporalité. Je pense, encore une fois, que le ralliement des pays sceptiques à cette candidature, enfin, au fait de donner un feu vert à une candidature, est rendu possible par le fait que tout le monde comprend bien que ça va durer très longtemps. On n'a plus de questions, donc si vous voulez bien nous poser des questions, sinon on arrêtera. Ah, on en a une qui arrive, mais n'hésitez pas à poser des questions, sinon on aura... Bon, on terminera plus tôt, bien évidemment. Alors, suite à la dégradation des relations entre la Russie et le Kazakhstan, pensez-vous que la Russie puisse décider d'intégrer le Kazakhstan dans la liste des pays non amicaux? Non, ça paraît très improbable, parce que les pays non amicaux, ce sont des pays qui ont adopté des sanctions à l'égard de la Russie. Et il est inconcevable, évidemment, que le Kazakhstan adopte des sanctions. Non, ce qui pose problème pour certains responsables russes, ce qui contrarie sans doute beaucoup de personnes à Moscou, c'est que le Kazakhstan ait déclaré qu'il appliquerait les sanctions. Alors que certaines personnes ici espéraient peut-être que le Kazakhstan les aide la Russie à contourner les sanctions ou une partie des sanctions. Et on a vu ces différences s'exprimer, notamment le Forum de Saint-Pétersbourg la semaine dernière. Mais de là à déclarer le Kazakhstan pays inamical, c'est évidemment un fossé. Enfin, non, ce n'est pas une hypothèse crédible. Et donc, effectivement, on a vu le président Tokayev à Saint-Pétersbourg hein, et il a été remarquable. Je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je le voyais, mais écoutez bien ces interventions, elles étaient absolument remarquables. Quel était le poids économique dans chaque pays des échanges, projets, entreprises russo-ukrainiennes? Alors, l'Ukraine avait un poids, la Russie avait un poids économique important en Ukraine, mais je ne sais pas, est-ce que tu connais les échanges? C'était le pays le plus important pour l'Ukraine. Oui, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais les choses ont évidemment beaucoup changé depuis 2014 en réalité. Où là, il y a eu une interruption des sanctions croisées, des suspensions d'importation, la fin des achats de gaz direct en tout cas, de gaz russe par l'Ukraine. L'Ukraine recevait du gaz russe, mais qui arrivait par la Pologne ou était revendu par d'autres acteurs. Ce n'est pas formellement du gaz russe. Donc les volumes d'échanges bilatéraux avaient déjà beaucoup baissé. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est difficile à dire, probablement pas grand-chose en réalité. Non, aujourd'hui, pas grand-chose. Mais c'était le premier partenaire économique de l'Ukraine auparavant. La réduction des livraisons de gaz pourrait-elle être destinée à empêcher les pays européens de faire des réserves trop importantes de gaz pour ensuite tenter de se passer de la Russie en hiver? C'est possible. En tout cas, les Russes, on en a parlé la dernière fois, ont un prétexte formel, cette histoire de maintenance des turbines Siemens qui fonctionnent sur le Nord Stream 1. J'ai dit l'autre jour que si elle avait voulu, la Russie aurait pu en réalité continuer, puisque les turbines pouvaient parfaitement fonctionner sans aucun risque pour l'infrastructure pendant plusieurs mois, mais elle a décidé de s'en tenir à la lettre des notices Siemens, qui prévoient des opérations de maintenance à intervalles réguliers. Et Siemens a eu l'excellente idée de les envoyer, ces turbines, au Canada qui est le seul pays occidental à avoir sanctionné Gazprom. Et donc, l'impression qui prévaut aujourd'hui, c'est que Gazprom et la Russie, l'État russe, ont tiré prétexte de cet incident, de cette erreur probablement, cette légèreté quelque part de Siemens, pour eh bien, placer les Occidentaux devant leurs contradictions, mais également leur envoyer un signal. Et le signal, c'est, à mon avis, mais je peux me tromper, voilà, vous dites vouloir vous passer de nos approvisionnements dès que vous le pourrez, c'est-à-dire pas cette année, mais l'année prochaine, dans 2-3 ans, eh bien, regardez à quoi ça pourrait ressembler. Et vos incohérences, vos décisions pourraient conduire à des interruptions anticipées. Donc,
À ma connaissance, le chancelier allemand, les autorités allemandes se sont rapprochées des Canadiens. Siemens apparemment fait le nécessaire pour voir s'il ne serait pas possible de rapatrier ces turbines. En tout cas, si ces turbines sont rapatriées, on verra si les Russes sont de bonne foi ou pas. Si elles ne sont pas rapatriées, on offre à la Russie un prétexte pour effectivement diminuer drastiquement les livraisons. La Russie refusant par ailleurs de laisser transiter des volumes supplémentaires par l'Ukraine, on peut imaginer que dans ce cas de figure, qui n'est pas le plus probable, mais la Russie dise aux Allemands, bah, écoutez, il y a le Nord Stream 2 qui est prêt, qui a déjà du gaz et qui pourrait parfaitement livrer dans les heures qui viennent, avec des turbines qui fonctionnent et qui sont toutes neuves. C'est la question que j'allais te poser. Pourquoi ne pas utiliser Nord Stream 2 ? Mais oui. On nous envoie, notre ami Gérard, qui nous envoie un lien YouTube. Alors, on ne peut pas vous transmettre le lien, mais vous le trouvez facilement. C'est un message, enfin pas un message, c'est un blog vidéo voilà, de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui est un partenaire de l'Observatoire, qui explique effectivement pourquoi la candidature de l'Ukraine est irraisonnée. Il renvoie à une forme d'émotion. Et j'observe, et je ne fais pas de pub particulière, mais j'ai lu la même chose dans les colonnes d'un grand quotidien du matin aujourd'hui, sur en gros pourquoi il n'est pas raisonnable en réalité d'agir sous le coup de l'émotion. C'est enfin, je ne sais pas si nous avons eu le même, c'était dans le Figaro, pour ne pas le citer, mais un excellent dans le Figaro Vox, me semble-t-il, ou le Figaro, je ne sais plus, mais le Figaro, mais il y avait un excellent papier de Jérémy Gallon, je crois, sur ce thème. Quant au blog de Pascal Boniface, vous le trouverez sur YouTube en tapant Pascal Boniface Ukraine et vous le trouverez. On nous demande, la Russie peut-elle exploiter son gaz sans les technologies non amicales ? Ça paraît, alors, tout dépend de quoi on parle. Si on parle des gisements déjà exploités, oui, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Ce qui pose problème, c'est le GNL. C'est le GNL, donc en Arctique. Les usines de retraitement de gaz qui étaient prévues en Baltique, là, très clairement, les technologies étaient occidentales, européennes ou américaines. Et le fait que les équipementiers comme Schlumberger ou Baker Hughes aient annoncé leur départ, ça pose un problème à court terme. Parce que là, les Russes n'ont pas de technologie exploitable immédiatement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont incapables de le faire. On sait que sur le GNL, ils testent des choses. Je pense que d'ici 2-3 ans, ils seront à peu près au point. Donc, en gros, pour les gisements, les grands gisements de Bovanenkovo, par exemple, qui produisent à plein, Gazprom, à mon avis, n'est pas vulnérable. Par contre, les ambitions russes en matière de GNL, et elles étaient grandes, hein, on parlait de 140 millions de tonnes à l'horizon 2035, eh bien, ces ambitions devront être révisées, ou en tout cas, il y aura sans doute un contretemps. Or, le temps, c'est de l'argent, si je puis dire, et surtout dans le domaine du GNL, puisque le Qatar est en embuscade, d'autres producteurs qui, eux, ne sont pas sous sanction, pourraient accélérer leurs propres projets à la demande des Européens. Dans le GNL, il existe une technologie russe qui n'est pas aussi performante que les technologies occidentales, mais qui peut être utilisée, bien évidemment, upgradée avec le temps. Donc, ce que tu disais, 2-3 ans, me paraît raisonnable. Mais ils ont déjà une technologie existante. Je vois qu'on a posté le lien YouTube de Pascal Boniface, donc vous le trouverez. On nous demande quelles pourraient être les pressions possibles exercées sur la population lituanienne selon les déclarations de M. Patrouchev. Je pensais à plusieurs choses. Bon, j'ai déjà indiqué dans mon petit topo que visiblement il y a une possibilité que la Lituanie soit affectée par des pannes de courant, en tout cas par une insuffisance de l'approvisionnement en électricité de son réseau, puisque ces pays baltes, la Russie, etc., manifestement disposent
d'un schéma électrique où ils sont très très interconnectés, et évidemment la Russie doit probablement approvisionner, en tout cas contribuer à ce réseau électrique avec les centrales nucléaires dont elle dispose. Et donc une des hypothèses qui est évoquée aujourd'hui, ça et là, ce serait effectivement de déconnecter la Lituanie côté russe, hein, à partir de la Russie, de l'approvisionnement en électricité, ce qui évidemment toucherait de très nombreux foyers en Lituanie. Après, on peut imaginer d'autres mesures, alors, qui vont peut-être toucher moins directement la population. Kaliningrad, on le sait, est un territoire qui est déjà très très militarisé, qui a été remilitarisé ces dernières années. On peut imaginer que la Russie puisse encore consolider davantage son dispositif militaire dans la région, mais ça, ce serait une mesure complémentaire à autre chose. Autre chose, ça pourrait être aussi des actions dans le cyberespace qui, par définition, sont difficilement attribuables et dont les pays baltes ont déjà une expérience en la matière. Ils ont déjà été affectés par des attaques parfois massives dans le cyberespace. On se souvient qu'il y a une dizaine d'années, même plus, les banques des pays baltes avaient souffert pendant plusieurs jours d'attaques de déni de service, qui avaient mis en panne complètement leurs services. Donc évidemment, distributeurs, les virements, etc., étaient complètement paralysés. Bon, on peut imaginer en réalité plein de choses, mais une fois de plus, le cyberespace, par définition, c'est très difficile d'attribuer concrètement les attaques qui sont perpétrées. Voilà, pour l'instant, c'est les trois pistes sur lesquelles on peut formuler des hypothèses. Mais ce qui est certain, et je le rappelle ici, et je crois que je l'avais dit la dernière fois, c'est que vu de Russie, ce qui se passe aujourd'hui avec Kaliningrad est considéré comme un acte d'hostilité. Et donc, ça veut dire que la Russie se réserve a priori le droit de répondre ce qu'elle considère de manière équivalente avec des actes qui pourraient être considérés comme des actes d'hostilité, ou alors, à l'inverse, elle pourrait entreprendre des mesures asymétriques, une fois de plus, avec, alors là, pour le coup, des réponses là où on n'attend pas a priori, ce qui est aussi caractéristique parfois de la Russie, dans la façon dont la Russie agit. C'est-à-dire qu'il y a des réponses qui sont apportées là où, a priori, on ne les attend pas, et avec une volonté de surprendre. On remercie la question de cet auditeur qui est à Chypre et que nous saluons. Autre question, pensez-vous que l'industrie automobile russe peut survivre sans la fourniture des équipements européens, c'est-à-dire composants électroniques, ABS, Airbag, etc. Survivre, probablement, mais certainement pas produire les mêmes choses qu'elle produisait jusqu'à présent. Donc là, il y a un problème de court terme et un problème de développement de ce secteur qui avait fait le choix sous l'impulsion du gouvernement de coopération internationale avec les Occidentaux en particulier. Donc il va y avoir sans doute, et on le voit déjà, en tout cas c'est déjà annoncé, une baisse en gamme, une simplification des gammes pour justement éviter que les chaînes de production soient stoppées ou stoppées trop longuement. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes voitures qui vont sortir des chaînes, en tout cas dans les mois qui viennent. Sachant que les fabricants automobiles chinois, coréens sont quand même très présents aussi et peuvent prendre une grande part du marché. Oui, j'observe que les Japonais, par exemple, ont très clairement déclaré qu'ils resteraient et qu'ils ne fermeraient pas leurs usines. Et on voit beaucoup de voitures chinoises. J'ai même découvert des marques de voitures chinoises que je ne connaissais pas et qu'on voit maintenant partout dans Moscou. On va tous finir par rouler chinois. Nous n'avons plus de questions. Alors, par contre, on a un message de l'un de nos auditeurs dont je vais donner le nom. C'est Alexandre Spengler. Je vais vous dire pourquoi je donne son nom. Il a un groupe d'amis de l'Alsace. Alexandre est alsacien et il y a tous les ans alors où vais-je le retrouver, c'est le Alsace Fan Day. C'est un nom malheureusement, voilà, c'est le vendredi 24 juin, c'est l'Alsace Fan Day. Les amis de l'Alsace dans 45 pays dans le monde se réunissent, y compris à Moscou. Et donc, Alexandre nous le signale, ils vont se réunir à 17h, c'est-à-dire 2 heures avant la réunion de la communauté française organisée par la CCFR. Et c'est à 5 minutes à pied à peine du lieu de la CCFR. Donc, il a envoyé un lien qu'on va vous mettre, un lien Telegram. Il nous dit que si vous êtes intéressé, veuillez rejoindre ce groupe
Donc, vous voyez le lien Telegram qui vient de vous être transmis. C'est sans les Lorrains. Voilà, c'est l'Alsace Fan Day. Je suis désolé, mais c'est sans les Lorrains. Au programme, nous dit-il, un groupe des amis de l'Alsace, Chine-Russie. Donc, voilà. Avec les Lorrains, nous précise-t-il. Mais ça s'appelle l'Alsace Fan Day. Mais les Lorrains ont le droit de venir et ils en font partie. Donc c'est de 17 à 19h et après vous pouvez venir à la rencontre de la communauté française organisée par la CCFR. Les Lorrains sont des amis de l'Alsace, nous précise-t-il. On nous demande tous les Lorrains ou que les Mosellans. Voilà, donc là on va partir dans des questions un petit peu sensibles, mais disons tous les Lorrains, c'est moi qui prends la responsabilité. Et les Lorraines, ça c'est pour Arnaud Benoît qui... Voilà. Les Corses sont bienvenus, nous précise aussi Alexandre, qui sait que je suis à moitié corse, donc merci Alexandre, je note. Pavel, que peux-tu nous dire sur ce 69e briefing? Moi, je pensais, hélas, que dans ce 69e briefing, nous verrions peut-être la lumière au bout du tunnel, mais force est de constater qu'il va falloir changer de posture. Vous pouvez aussi nous envoyer des questions à l'avance sur hotline@ccfr.ru, utiliser le canal historique ccfr.ru. Emmanuel a rappelé la rencontre de la communauté d'affaires française en présence de M. l'ambassadeur de France, Pierre Lévy, et les autres actualités de la Chambre France-Russie également en ligne sur le site et sur le canal CCI France-Russie. Tenez bon les amis. Et nous pensons bien à Gilles Chenesso qui est en vacances en ce moment, mais on vous retrouve vendredi, bien évidemment. On nous dit Pavel au top, comme toujours. On vous retrouve vendredi prochain. La CCI France-Russie reste à vos côtés. Bonsoir.